Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Processus électoral en cours, situation générale du pays, sécurité politique, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Bonjour, merci de nous recevoir dans cette émission Entre les lignes. Aujourd'hui, nous tournons cette émission en dehors du plateau, nous tournons ici dans les bureaux du pasteur Eric Senga. Vous êtes le porte-parole de l'Église de Christ au Congo, vous êtes aussi secrétaire général de la commission justice. Pasteur, bonjour et merci beaucoup pour cet honneur. Bonjour, bonjour mon frère Dan, bonjour à tous nos téléspectateurs, à vos téléspectateurs qui vous suivent. Et je voudrais profiter de votre micro pour vous féliciter énormément pour le travail que vous abattez dans le cadre de votre chaîne. Nous suivons régulièrement vos émissions, nous en sommes suffisamment édifiés et je pense qu'aujourd'hui nous offrirons à nos compatriotes une tribune d'échange citoyen, patriotique et même spirituel. Merci et je vous reçois avec joie dans notre cadre, dans notre office de travail. Voilà. Vous êtes une grande figure de l'Église du Christ au Congo, pasteur Eric Senga. Vous êtes la personne qui porte la voix de l'ECC aujourd'hui. Quelle est la posture, quelle est la position de l'ECC aujourd'hui par rapport au processus électoral qui se déroule actuellement à l'ECC? Il faut avouer que notre position n'a pas changé. Elle n'a pas changé parce que les a priori posés dès le début de ces processus ont été très clairs à notre sens. Il vous souviendra, à plusieurs occasions, j'ai pris parole au nom de l'Église pour rappeler deux choses fondamentales pour nous. La première, c'est qu'après 3 cycles électoraux, l'ECC s'était convaincu de sa lourde responsabilité morale et spirituelle dans la construction de notre bonheur collectif. J'entends ici les destins collectifs. Et je salue en passant la lettre pastorale du président national de l'Église de Christ au Congo, le révérend docteur André Gédéon
Bokundoa, du 25 novembre, qui rappelait justement la responsabilité de l'Église. Pourquoi je fais allusion à cela? Parce que nous étions dit, plusieurs fois on a acculé l'Église, parce que comme vous le savez, dans la désignation, dans la mise en place des animateurs de la CENI, les églises jouent un rôle, ou les confessions religieuses jouent un rôle important. Voilà. Ça, c'est le premier élément qui nous avait vraiment poussé à adopter une posture d'objectivité dans tous les processus électoraux. Deuxièmement, ce que l'ECC a insisté sur les consensus. Les consensus, nous l'entendons toujours comme la construction de la volonté collective. Lorsque vous êtes en train de travailler pour une question aussi importante de la nation qu'est l'élection ou les élections, si vous voulez bien, il était important pour nous, c'est ça notre considération des choses, que les acteurs sociaux, politiques ou même le peuple arrivent à considérer les élections comme un moment important de l'expression de sa volonté. Un moment où on peut tourner l'histoire de notre pays, un tournant décisif. Ce sont les mots du président national que je reprends ici. Lui-même qualifie d'un tournant décisif de l'histoire. Les élections, d'après l'Église du Christ au Congo, dans la lettre pastorale du président, sont présentées comme le moment où le peuple se décide de choisir la direction pour son devenir commun. Donc, quand nous insistons sur les consensus malheureusement étaient soit altérés dans son sens, soit déviés dans son étymologie ou dans son épistémologie. Sans vous couper, pasteur, quand vous parlez de consensus dans le cadre de notre processus électoral à RDC, à quoi faites-vous exactement allusion? Parce que beaucoup de gens se posent la question, consensus, oui, mais autour de quoi exactement vous demandez le consensus? Ben voilà, c'est là que je voudrais montrer 3 éléments, et ça ramène toujours à votre première question, et je complète à la deuxième. C'est-à-dire, à cette étape, vous savez qu'à chaque fois que nous parlerons des élections, gardons toujours à l'esprit les 3 postulats majeurs. Le premier postulat pour les élections, c'est la mise en place de l'organe de gestion des élections qu'on appelle la CENI. Je rappelle ici que la CENI est instituée par la Constitution sur pied de l'article 211. Donc, c'est déjà une institution constitutionnalisée. Deuxièmement, et de par la Constitution, la volonté du constituant tient à ce que la CENI soit indépendante. Ce n'est pas un superlatif de trop, mais c'est une précision, c'est une évidence, c'est une conditionnalité d'ailleurs. Donc c'est parmi les conditions des possibilités. Pour avoir cet organe de gestion des élections, il faut la condition de son indépendance. Ça, c'est très important. Le deuxième postulat, c'est le cadre juridique. J'entends ici donc la mécanique électorale. Nous avons la loi électorale à laquelle on va compléter par exemple la loi des répartitions de sièges, la loi fonctionnement des partis politiques. Donc tout ça, ça découle dans le cadre juridique qui régule le système électoral. Et les derniers postulats, sont les juridictions judiciaires. Parce que les constituants congolais a fait que dans le processus électoral, qui est 3 animateurs principaux. Le peuple comme souverain, les animateurs de la CENI comme les organisateurs du jeu des élections ou de la compétition, ainsi que les juges constitutionnels ou les juges d'appel, le cas échéant, qui interviennent comme les juges du jugement ou les juges de l'arbitrage électoral. Parce que quand la CENI fait son travail, elle assume l'arbitrage de la compétition électorale. Et quand les juridictions judiciaires interviennent, notamment la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle et législative nationale, c'est justement pour vérifier les jugements rendus ou l'arbitrage est fait par la CENI, le cas échéant pour régler les contentieux. Maintenant, s'il faut en venir à votre question, notre préoccupation aujourd'hui à l'étape actuelle, consensus, c'est justement parce que, passant ces 3 postulats, on s'est rendu compte que
nous avons raté à la construction de ces consensus. Je ne voudrais pas revenir aux vieux souvenirs pour ne pas réveiller les vieux démons, mais vous savez déjà qu'au niveau des confessions religieuses, où j'ai eu personnellement la responsabilité de représenter mon église avec mon président de l'église, nous avions participé à ce qu'on appelait la plateforme de confessions religieuses. Et vous savez très bien que nous n'avons pas pu trouver, pas seulement un consensus, mais nous n'avons pas pu trouver une légalité dans la procédure institutionnelle de la mise en place. Parce que, j'ouvre une parenthèse, aujourd'hui quand les débats, aujourd'hui les gens se lancent dans ces débats, on dit ben non, il y a eu élection, il y a eu beaucoup contre deux, comme la majorité, la minorité, bon c'est vrai, j'ai dit je ne vais pas réveiller les vieux démons, mais pour la mémoire institutionnelle, pour aujourd'hui et pour l'avenir, il faut que l'on sache, parmi les exigences d'un état de droit, si vous lisez les grands auteurs qui parlent de l'état de droit, que ce soit les auteurs congolais, les constitutionnalistes ou les politologues ou les auteurs internationaux, les experts, on insiste sur, je peux en citer, ils sont nombreux, on insiste sur Dominique Rousseau, beaucoup plus qui insiste sur ça, et même Valérie Gauchen, on insiste sur l'institutionnalisation des procédures. Ce qui donne le sens à un état de droit, c'est lorsque les procédures ont, d'une part, la légalité dans sa manière de se faire, mais aussi la légitimité de la part de la qualité de ceux qui prennent ces décisions. L'habilitation. Enfin, je voudrais chuter, je sais que c'est trop technique. Et donc, pour revenir un peu concrètement sur Terre, c'est seulement pour dire on n'a pas pu avoir ces consensus. Pourquoi je parle de consensus? Le consensus, là, c'est autour de quoi? Pas autour du candidat. Pas autour de la personne physique. Non, mon très frère que j'aime beaucoup, je salue en passant, qui je présente mes voeux, les meilleurs pour 2023. Ce n'est pas autour des cadimans. Nous parlions du consensus autour des procédures, tant sur la forme et que sur le fond. Parce que si vous lisez l'article 10 de la loi, parce que la loi sur la CNI, vous trouverez ces conditions exigées à l'organisation qui doit présenter et au candidat qui doit être présenté. De tout cela, on se réfère à l'article 211 de la Constitution, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation des normes dans la nomenclature juridique. Bon, je passe cette question. Maintenant, le deuxième postulat sur la loi, vous savez aussi là, on n'a pas trouvé consensus. J'entends parfois les politiques dire... La loi électorale particulièrement. J'ai entendu un acteur politique dire sur un plateau de télévision, les consensus auraient été trouvés autour de la loi. Ça réveille les débats sur... La plénière avait voté. Mais justement, le débat devient intéressant quand nous interrogeons l'esprit des lois de Montesquieu. Ou même, si vous interrogez Jean-Jacques Rousseau dans les contrats sociaux. Qu'est-ce qu'on appelle les lois dans l'esprit de la République? La loi n'est pas, même quand on dit la loi relève de la volonté du législateur. Qui est le législateur? Le législateur n'est pas seulement les députés. Les députés, c'est le dernier qui intervient dans la chaîne de ce qu'on appelle législateur. Le législateur, c'est tout un imaginaire, c'est tout un circuit ou par lesquels passe la volonté du souverain primaire. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous sommes dans le Barumbu, ici à l'ISTA, dans l'aumônerie universitaire, si le peuple de ces coins ont besoin, par exemple, de revoir, je veux dire, par exemple, de construire des routes. Je prends un exemple pareil. Cette volonté, le besoin qui s'est fait sentir à la société est relevé par la population, qui est le souverain primaire, et les souverains primaires le fait passer par les circuits institutionnels. C'est-à-dire, les cas échéants, ça peut être les députés provinciaux. Si la question, ça dépend des compétences territoriales, matérielles, de tout ça. Ou alors, au niveau national des députés. Donc, les députés qui prennent la loi, et j'aime Rousseau qui l'a dit, la supériorité de la loi va au-delà de l'individu qui la prend. Parce qu'on ne prend pas les lois
pour soi-même. Les lois... Qu'est-ce qui dérange dans cette loi électorale? Ce qui dérange, c'est parce que dans l'élaboration de la loi, jusqu'à son adoption, il a manqué la participation, parce que c'est une loi spécifique, il ne faut pas oublier, c'est la loi électorale. Donc la loi électorale régule le système électoral. Or, notre système politique et juridique fait intervenir d'autres animateurs dans le système électoral, notamment les observateurs ou les missions d'observation, ainsi que les partis politiques. Ce qui fait que, au-delà de ceux qui sont des animateurs institutionnels, majorité et opposition, qui sont dans les jeux politiques institutionnalisés, il y a aussi les autres animateurs dans le système social et politique qui ne sont pas forcément dans les institutions, mais qui participent au jeu. Notamment, nous, la société civile, qui sommes des animateurs extra-institutionnels. D'où la nécessité de faire intervenir les animateurs sociaux que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est nous... À quel niveau on doit faire intervenir? C'est au niveau des discussions préalables, au niveau de la commission PAG. Pas seulement pour nous entendre comme des techniciens, mais de prendre en compte pourquoi. Parce que au terme d'un processus électoral, les missions d'observation électorale font des rapports. De ces rapports découlent des recommandations. Et ce sont ces recommandations qui sont aussi prises en compte par le Parlement lorsqu'il auditionne le rapport de la CENI. C'est l'ensemble des rapports et de la CENI à l'issue du débat général mené au sein de l'hémicycle et les rapports des missions d'observation électorale comme des techniciens d'une part, mais d'autre part comme des parties prenantes au processus électoral. Et vous avez suivi comme moi qu'il y a eu cette difficulté à un moment où les principaux acteurs, les principales organisations de la société civile et même de la communauté internationale qui ont fait des propositions pour certains amendements, cela n'a pas été pris en compte. J'insiste, c'est le deuxième postulat, je ne vais pas trop revenir. Et le dernier postulat, c'est les juridictions judiciaires. Et donc là, vous vous rappelez aussi qu'il y a eu beaucoup de remous dans la désignation, comment ça s'est passé, la procédure laisse entrevoir beaucoup d'inquiétudes. De ces faits, en fait, de ces trois postulats, l'avis de l'Église du Christ au Congo est celui-ci, pardon. Nous n'avons pas besoin de brûler le pays à cause de ça. Mais nous partons d'un constat selon lequel les trois principaux postulats qui fondent la validité d'un système électoral, notamment les nôtres, ont été remis en question. La question, maintenant fondamentale ou cruciale pour nous, c'est que faire pour récupérer ou sauver ce qui peut l'être. Voilà pourquoi notre regard aujourd'hui sur le processus nous pousse à adopter une attitude des corrections et des corrections, c'est-à-dire essayer d'apporter des contributions pour corriger dans le système ce qui peut l'être, mais aussi d'accompagnement de la République. En la République, je vois la CENI d'une part, la population d'autre part, mais aussi les parties prenantes, de manière à reconstruire peu à peu la confiance et voir comment nous pouvons trouver une issue apaisée pour le processus de 2023. Dans les conditions actuelles, si la RDC va aux élections dans ces conditions actuelles, il y a des craintes que l'issue ne soit pas heureuse. Bien évidemment, c'est cela notre crainte, parce que nous arrivons en une phase très sensible de la constitution du fichier électoral, donc la révision, comme on dit, RFE. C'est ici où nous aurons les corps électoraux. C'est ici où nous aurons la loi des répartitions des sièges. C'est ici où nous aurons l'idée générale des enrôlés. C'est ici où nous aurons aussi l'idée des centres et les bureaux des votes par la cartographie. Donc la phase est très sensible. Si ces trois postulats, si cette démarche n'est pas aboutie, il y a trois craintes. La première crainte, c'est la méfiance vis-à-vis de la CENI qui est l'organe de gestion. Au niveau des parties prenantes et même d'une bonne partie de la population, je peux même dire, pour ne pas exagérer, plus de la moitié. Voyez-vous? Parce que
ce n'est pas parce que l'actuelle CENI est mauvaise, mais parce que nous avons une mauvaise expérience. On dit un chat échaudé a peur même de l'eau froide. Ayant vécu les 3 précédentes expériences, et voyant que l'actuelle équipe n'est pas allée dans le sens de corriger ou d'éviter des situations qui ont renforcé les doutes ou qui ont conduit à des crises majeures, malheureusement, ça va renforcer, ça continue à renforcer la méfiance. Deuxième crainte, c'est les temps impartis pour les opérations en soi. Que ce soit pour l'identification, vous suivez, on a 3 mois pour l'ensemble des aires opérationnelles en raison d'1 mois par aire, pardon. Et là, on a déjà fini. Aujourd'hui, déjà, nous finissons la première semaine. Donc, il va nous rester 3 semaines. Oh, c'est la période des fêtes. Vous voyez ce que ça implique. Quand sera les retours, ce sera la rentrée des classes. Parce que la plupart des bureaux sont dans des écoles, sont dans les instituts supérieurs ou les centres hospitaliers. Mais il y a aussi le problème de la qualification des techniciens de la CENI. En fait, bref, pour la première semaine, on a quand même enregistré pas mal d'observations, que ce soit la localisation de certains centres d'identification, dans l'ensemble, dans certains coins de cette aire opérationnelle, que ce soit la fonctionnalité de ces machines. On apprend, je ne me suis pas encore fait enrôler, mais les premières informations qui remontent, qui sont collectées par nos équipes de terrain, montrent à suffisance que même certaines machines éprouvent des difficultés. Vous entendez l'impression de ces cartes. Moi, je ne suis pas dans les débats, que ce soit noir-blanc. Là, ce n'est vraiment pas les problèmes. Mais les problèmes, c'est quelle est la qualité que nous en donnons. Mais quand il y a des erreurs matérielles, par exemple sur les années où la carte est délivrée, ou donc ça, les erreurs matérielles en général, quand il y a le retard par rapport aux estimations, les retards dans l'exercice d'enrôlement, pendant l'enrôlement, il semble que certains font autant de minutes par rapport à d'autres. Or, ce qui contredit apparemment... Une question aussi. Si ces conditions ne sont pas, les conditions que vous posez ne sont pas remplies, que le consensus n'est pas atteint, est-ce que vous allez accompagner ce processus, notamment par l'observation électorale? Le souhait, c'est que nous ayons un processus apaisé. Vous savez, on ne fait pas les élections pour les élections. On ne les fait pas parce qu'on veut donner la victoire à un camp par rapport à un autre. On ne les fait pas non plus pour être félicité comme animateur de la CENI. Les élections, on les fait pour permettre à une république de construire sa démocratie. Mais bien plus, de produire des institutions légitimes. Si vous voulez que j'aille encore plus loin, pour qu'il y ait construction d'une unité nationale. De ces conditions, il faut que les processus obéissent aux conditions ou aux standards universels. Donc voilà pourquoi nous pensons que accompagner la CENI ne doit pas être juste une formalité ou les processus, mais nous devons justifier notre raison d'être dans les processus. C'est pour veiller à ce que les étapes soient conformes aux normes en la matière. Et si ce n'est pas le cas? Oh, ce serait tôt de les dire et même anticiper, mais l'Église réfléchit déjà sur tous les scénarios possibles. Ce n'est pas exclu, nous sommes déjà en train de réfléchir sur toutes ces hypothèses, mais c'est en son temps, vous allez savoir ce que sera la position officielle de l'Église. Ouais, par ces organes déjà, je crois qu'ils vont se réunir. L'organe principal, le comité exécutif, va se réunir en début de l'année prochaine. Parce que vous avez suivi également les politiques qui se sont exprimées, notamment même des personnalités publiques connues, le docteur Mukwege, Martin Fayulu et même Matata Pognon, qui ont posé des préalables pour que ces élections se tiennent, se tiennent dans de très bonnes conditions. Ils ont demandé une recomposition de la CENI de façon immédiate de la Cour constitutionnelle et la loi électorale doit également être révisée. C'est pratiquement, ils rejoignent pratiquement les mêmes préoccupations que vous avez posées dans le temps. Est-ce que dans le temps, si ces conditions ne sont pas réunies, vous pourrez ne pas, vous pourrez aussi soutenir cette position-là, continuer à soutenir cette position-là? Ce n'est pas seulement la position du trio Matata, Mukwege et Fayulu. Je crois que le lien que nous pouvons trouver à cette revendication est justement les constats faits. C'est un constat qui est sur la place publique. Donc il faut qu'à un certain niveau, nous soyons tous en mesure d'identifier ces problèmes comme République pour dire, avons-le, toute simplicité gardée,
que les 3 postulats n'ont pas été respectés. Maintenant, la question, c'est que faire? Les uns pensent qu'il faille revenir à la récomposition, donc un débat des fonds. Il faut réouvrir les débats, comme on dit. Les autres pensent, est-ce au regard des temps, est-ce au regard des enjeux, faut-il revenir, faut-il faire la réouverture du débat? Parce que s'il faut réouvrir les débats, il y a aussi des paramètres, des exigences, notamment qui vont redésigner ces animateurs au niveau des confessions religieuses, au niveau des politiques, la Cour constitutionnelle, comment ça va se faire. Mais nous pensons qu'au-delà de tout, il ne faut pas voir la taille du problème présenté. Il ne faut pas non plus voir la limite des solutions proposées. Mais il faut plutôt voir l'intérêt de s'asseoir ensemble et d'imaginer dans une volonté commune les voies de sortie, avec une approche discursive, des discussions, des dialogues, pour qu'on essaye d'échanger. Je ne parle pas du dialogue ici dans le sens où nous suspendons les processus. On va... Non, non, non. C'est ça ce que nous appelons consensus. Il y a intérêt de trouver des cadres de concertation beaucoup plus crédibles, hein, et pas des cadres de concertation de formalité, des vrais animateurs qui peuvent poser des sérieux problèmes aujourd'hui pour que ceci ne soit pas posé demain sous une autre forme. Donc, je résume pour dire, il ne faut pas seulement voir la taille du problème ou sa complexité, n'est pas non plus seulement considérer la faiblesse ou les limites de la solution proposée, mais ça doit plutôt nous offrir une voie royale d'envisager, de remettre la question sur table, parce qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à discuter. Rien n'est indigne à la discussion. Ça, c'est un principe que j'ai. Je pense aussi que ça peut aboutir notamment au partage de postes, comme ça a toujours été le cas à l'époque. Mais c'est ça notre faiblesse, on manque d'anticipation stratégique. Ceux qui pensent que ça peut aboutir à ça, vous vous rappelez encore les débats, nous sommes en 2019. L'ECC déjà par son président appelait les Congolais à s'asseoir à discuter. Vous savez, on nous opposait quoi? Ah, ils cherchent le dialogue pour le partage du pouvoir. Dites-moi, l'union sacrée n'est-elle pas un partage de pouvoir? Le même qui nous disait qu'on n'est pas d'accord avec les dialogues, et les consensus, s'asseoir pour discuter parce qu'ils veulent entrer dans le gouvernement. N'est-ce pas là, tous ceux qui étaient opposants d'hier sont aujourd'hui ce qu'on appelle l'union sacrée? Quand je regarde la configuration de l'union sacrée, l'union sacrée découle de la rupture FCC-CACH. Mais si nous voyons une partie du FCC dedans, nous voyons une partie de l'opposition dedans, mais c'est dur. Voyez-vous? Donc, c'est ça la faiblesse de nos acteurs politiques. Ils donnent l'impression de refuser une chose alors qu'ils sont fondamentalement en train de la faire autrement et de mauvaise manière. Voyez-vous? Aujourd'hui, ceux qui pensent que ça va amener, ok, ils veulent les glissements, nous on veut les élections. D'accord. Mais à l'impossible, nous arrivons par exemple à 6 mois, on se rend tous compte de l'impossibilité matérielle, technique, ou juridique ou sécuritaire d'avoir les élections. On fait quoi? C'est en ce moment-là qu'on va faire des discours pour dire on appelle à l'unité nationale au nom de la paix. Ben, c'est ça, nous répétons les mêmes erreurs. On vous dit par exemple, il faut assainir l'armée, il faut prendre en charge les militaires. On dit non, non, nous on a dénoncé la balkanisation en 2019 s'il vous plaît, l'église protestante. Mais on nous a lancé le pierre, on nous a traité des ennemis de la République. Mais aujourd'hui ça devient un discours institutionnel. Tout le monde crée la balkanisation, à la complicité, mais quand nous avons vu la relation avec le Rwanda commencer, quand on a fait entrer l'armée ougandaise, nous avons fait des communications pour dire c'est dangereux, on ne peut pas aller là-bas. Oh non, on nous a accusés. C'est ça la faiblesse de notre leadership, justement, parce que les gens n'ont pas l'anticipation stratégique. On subit les événements. Les gens sont dans la réaction. Quand il y a une chose, on commence à prendre des dispositions rapidement. C'est pourquoi nous n'inventons rien. Parce qu'il n'y a pas assez d'imagination. Le leadership politique en matière de gouvernance rationnelle, c'est doit une compétence stratégique qu'on appelle la possibilité d'anticiper l'invention des possibles. Sinon, parlons justement de cette question de sécurité, comment trouvez-vous la gestion de ce domaine par le pouvoir en place? L'ECC a déjà donné sa position il y a très longtemps, mon cher Amidan. L'ECC a dit tant qu'on n'aura pas un plan global et stratégique, on ne s'en sortira pas. Les problèmes de l'Est ne se résument pas dans les armes.
Le problème de l'Est ne se résume pas par la diplomatie classique menée par notre frère Lutundula. Le problème de l'Est ne se résume pas par les appels à la marche, des soutiens au FARDC. C'est un problème complexe qui implique la géostratégie et la géopolitique. Donc, il faut d'abord qu'à l'interne, nous ayons le courage de nous asseoir. Pas des semblants de forums, d'un coin, les autochtones de ceci, c'est pas ça. En fait, rien n'est nouveau. Si le Congo a subsisté comme État, de toutes les tempêtes qu'il a vécues, parce que ceux qui l'ont dirigé avant avaient compris la nécessité de construire l'unité nationale par des bases. Vous ne pouvez pas prétendre construire l'unité nationale en renforçant les doutes, les frustrations. Vous fragilisez ce que vous construisez. Donc, au niveau de la géopolitique, il faut d'abord, la géopolitique, c'est juste la politique interne, doit avoir une stratégie globale pour construire un leadership national. Mais les exemples sont clairs. Le ministre des Affaires étrangères va sur sa ligne. Déjà, on ne connaît pas quelle est la ligne diplomatique du Congo. La RDC est-elle avec les Américains, les Européens, les Russes, les Chinois? On est dans le mélange de tout. Des deux, quand la diplomatie est en train d'aller de manière classique, sur le plan national, vous pensez qu'il n'y a que les gouvernements qui mènent la diplomatie? Les églises ont ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, la diplomatie ecclésiale. Vous ne pouvez pas imaginer la force de la diplomatie ecclésiale. Vous nous en parlez davantage de cette diplomatie. Mais l'église entre partout dans tous les salons de décision. Je prends l'église protestante qui est la mienne. Est-ce que vous savez à quel niveau nous intervenons ou nous participons à des organisations internationales? L'Église entre même dans la Maison Blanche. L'Église entre dans les départements d'État américains. L'Église entre aux Nations Unies, au Conseil national de sécurité. Quand vous voyez une personnalité telle que le docteur Denis Mukwege, quand vous le voyez être reçu par le pape, lui qui n'est pas catholique de confession, mais reçu par le pape, quand il est reçu par la femme du président américain, de toutes les organisations, aux Nations Unies, ça ne vous dit rien. Quand vous avez un prix Nobel dans ce pays que vous êtes en train de traiter comme un moins que rien, c'est ça la faiblesse. C'est-à-dire, nous popularisons des démarches qui relèvent d'une certaine responsabilité élitique. Là où l'élite devrait construire un cerveau collectif pour découler un programme réfléchi, les gens sont dans les émotions, les gens sont dans les sentiments tribaux ou même partisans. Vous avez, j'ai parlé des églises, j'ai parlé des personnalités qui devraient constituer une richesse pour la diplomatie et le lobbying. Vous avez l'église catholique qui est notre église sœur et partenaire. Vous comprenez la diplomatie que joue Vatican au niveau mondial? Mais est-ce que nous faisons beaucoup de choses en secret sans crier? Combien de fois, personnellement, j'ai effectué des missions à Bruxelles pour discuter avec les parlements? Certains députés, je ne vais pas les citer ici. Vous pensez que quand le Parlement européen prend certaines résolutions, vous pensez que ça tombe du ciel? Il y a des gens qui travaillent. Nous travaillons avec les organisations, les ONG dans l'espace européen, qui travaillent dans tel domaine au niveau des États-Unis et partout dans les pôles stratégiques des décisions. Mais le problème, c'est que nous y allons en ordre dispersé. C'est là que j'en viens. Nous y allons en ordre dispersé. Aujourd'hui, c'est l'église catholique ou protestante, ou les deux qui passent ici. Là-bas, c'est les ministres. On ne sait pas. Les ministres ne vous approchent pas. On a tenté combien de fois d'approcher les ministres des Affaires étrangères, qui n'est pas à nous présenter parce que c'est un frère avec qui on a beaucoup travaillé dans un autre cadre. Mais combien de fois on essaye de faire passer des messages? Le problème, la faiblesse, c'est quoi? Ici, comme je dis, les gens sont dans les émotions, dans les sentiments. Si j'ai contredit dans un débat rationnel mon frère Dan, on pense que je suis contre la République. Donc les gens ne sont pas habitués à la critique. Les gens ne sont pas habitués à penser le contraire. Les gens sont toujours dans les alignements. Donc l'esprit MPR semble ne pas quitter la sphère des gouvernants de la RDC. Les Occidentaux sont accusés d'être à la base du complot qui endeuille la RDC, notamment par l'embargo qui a vécu la RDC pendant longtemps, et aussi le régime de notification pour la commune qui a été levé récemment.
est-ce que les Occidentaux aujourd'hui peuvent être considérés comme étant des partenaires fiables pour la question de la sécurité de l'Est? Mon cher ami, est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont demandé à nos compatriotes de prendre les armes achetées au nom de la République, de les donner ou de les transférer à ceux qui nous tuent? C'est ça aussi, comme j'ai dit, il faut qu'on quitte un peu cette manière de faire la politique. Des plaintes, d'accusations, l'enfer c'est l'autre. Il n'y a pas un sens de prise de conscience et de remise en question. Il n'y a pas d'autodétermination en fait. Je vous pose ça, enfin je ne peux pas vous poser des questions, mais je me pose à haute voix la question et au public qui nous suit. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui demandent à nos compatriotes de prendre les armes achetées par les contribuables congolais et les donner aux différents groupes armés qui opèrent au détriment de nos frères, de nous-mêmes qui achetons ces armes pour nous tuer? Quand on se retrouve avec les tenues militaires de nos vaillants soldats entre les mains des rebelles. Donc, je crois qu'il faut qu'on évite la République est en train de mal habituer la population, en fait les dirigeants, pas même la République, les dirigeants, les politiques, ils n'aiment pas assumer les responsabilités. Voyez-vous, pourquoi ces problèmes ne se passent pas de l'autre côté de ceux qui nous comptent? Avez-vous déjà vu les armes du Rwanda entre les mains de nos militaires? Avez-vous déjà vu les tenues militaires rwandaises chez nous? Pourquoi là-bas les gens sont sérieux? Donc il faut une remise en question de notre côté. Moi je ne pense pas qu'il faille continuer à... Nous ne sommes pas naïfs. Et vous ne devez pas penser que nous ignorons que les relations internationales sont basées sur les relations d'intérêt. Il n'y a pas de cadeau à se faire là-dessus. Mais si vous ne vous rendez pas sérieux, personne ne vous respectera. Jamais vous entendrez la Russie en train de se plaindre que l'Ukraine m'a agressé. Si l'Ukraine vient agresser la Russie va riposter. Quand vous entendez les débats entre la Corée du Nord et les États-Unis, entre Chine et les États-Unis, c'est des rapports de force. Commençons par nous rendre forts. Et comment nous allons nous rendre forts? Ce n'est pas seulement en recrutant des nouveaux, sans prendre en charge les anciens. Je suis content, je viens de suivre récemment la publication des plans de la politique de défense de notre pays. Il faut augmenter tous ces discours, c'est beau. Mais faites un tour dans les casernes. Vous voyez dans quel état vivent nos militaires. L'argent qu'on est en train de mettre dans tout et rien, vous pouvez aussi améliorer ne serait-ce que les sanitaires dans les camps militaires. Il faut entrer. Nous entrons dans les camps, nous sommes dans les camps. Il y a des choses, parfois, ça révolte. Je suis désolé de les dire. Donc, il faut qu'on évite des superflus. On n'a pas besoin de la théâtralisation de la scène politique. Une véritable politique de défense commencerait, à mon sens, dans la réhabilitation des camps militaires. Il faut voir d'abord les bureaux. Là où on a placé les hauts commandements militaires sur le plan de sécurité. Mais si nous étions dans un pays où il y a des attentats, dites-moi, c'est quelle mesure de sécurité qu'il y a au camp, là où est supposé être les commandements militaires? Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau interne et notre politique de défense. J'apprécie ce qui est dit, ce qui est fait, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'on ne doit pas, toi... Vous êtes aussi de ceux qui pensent que le Rwanda agresse la RDC. Nous l'avons dénoncé, je ne suis pas en train de justifier le Rwanda. Pas seulement les Rwandais, pourquoi on ne cite que le Rwanda? Le Rwanda et l'Ouganda. Nous l'avions dit, c'est nous qui avions demandé, parmi le premier, que cet ambassadeur rwandais quitte. Donc ici, ce que j'ai dit ne justifie pas les Rwandais. Mais je me dis seulement qu'il faut un sens critique, il faut l'autocritique. Si ces gens réussissent à faire des complots contre nous, c'est parce que nous leur donnons l'occasion. C'est moi, je suis congolais, quand je vais comploter contre mon propre pays, je suis militaire, je suis dirigeant, je suis député, je suis ceci ou cela, je ne comprends pas ma responsabilité, je vais comploter avec celui qui va égorger mes frères, éventrer même ma mère, ma femme. C'est en fait ça. Vous savez, quand nous sommes à l'étranger, quand nous venons, nous allons pour des plaidoyers, les gens vous écoutent. Mais in fine, on vous pose des questions. Dis, mais est-ce que vous-même, Congolais, vous aimez vraiment votre pays? Donc je pense qu'il y a ce patriotisme que nous devons faire renaître, cet éveil de conscience. Pas seulement qu'on vienne crier ça à longueur de journée auprès de la population, aux jeunes qui s'enrôlent, mais comme je l'ai dit, c'est bien d'enrôler les jeunes, c'est bien de renforcer, d'augmenter la capacité de l'armée, mais c'est mieux
de mettre des structures adéquates pour la prise en charge, la formation et le renforcement des capacités de notre force et système de défense. Merci beaucoup, Pasteur. On est en train d'aller vers la fin de l'émission. Il y a un domaine dont on n'a pas parlé, c'est le droit, l'état de droit. On parle de l'état de droit avec le président Tshisekedi, excusez-moi, est au pouvoir. Selon cet institut des droits de l'homme, il y a quand même une certaine évolution sur le plan de l'état de droit, de respect des droits de l'homme. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'avec le régime Kabila et le régime Tshisekedi, il y a eu rupture ou vous avez remarqué une continuité? Vous savez, vous m'avez présenté comme secrétaire général de l'ECC en charge de la commission justice, paix et sauvegarde de la création. À ce titre, je suis moi-même défenseur des droits de l'homme parce que je pilote la question des droits de l'homme. Mais je suis allé plus loin, même dans ma formation scientifique. J'ai travaillé sur la justice transitionnelle comme une des propositions dans la démarche des régulations des droits de l'homme au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'en 2019, il y avait eu des signaux très positifs. Au lendemain des élections, avec le président Félix Tshisekedi, la volonté bien déterminée, nous l'avions senti en tout cas, que ce soit dans les procédures judiciaires. On a vu quand même les tons qui étaient forts, où les principes de l'égalité de tous devant la justice commençaient à s'imposer. On a vu des arrestations de certaines personnalités, des interpellations, il vous souviendra, les directeurs des cabinets en fonction du chef de l'État, du président de la République, arrêtés et soumis à un procès public. Pas seulement procès public, mais médiatisé. Parce qu'un procès peut être public sans être médiatisé. Vous voyez, vous êtes quatre de métier, ça, au monde, on n'en a pas vu. Hein? C'est quand même aller trop loin. Mais je pense que, là je parle de tous, je parle de la rationalité des procès. Que ce soit au niveau des répressions des marches, les libertés fondamentales des citoyens, que ce soit liberté d'expression, liberté des marches, liberté d'opinion, ou alors les questions de traitement de ceux qui sont sous les jougs ou sous les sanctions, que ce soit ceux qui sont incarcérés, ceux qui sont les femmes, les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une régression par rapport aux questions des droits de l'homme. Nous avons assisté à des procès bidons. Je crois que le chef de l'État lui-même a dénoncé l'appareil judiciaire qui connaissait pas mal de difficultés. Si nous comparons à l'époque de Kabila, à l'époque du président Tshisekedi, il y a quand même un goût de changement. Non, on ne peut pas comparer les choses sous cet angle. On ne peut pas comparer le mal avec le mal. Voyez-vous? On ne peut pas dire c'est mal et moins mal. Mal, c'est mal. Donc si c'est mal, c'est ça la beauté du droit. Le droit vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le droit vous dit c'est la science idéale, la science du devoir-être. On vous dit n'est majeur qu'un garçon ou une fille qui a atteint 18 ans. Vous ne pouvez pas dire, mais non, si à l'époque de Kabila, on considérait les majeurs à 14 ans, maintenant à 16 ans, il y a une évolution. Non, tant qu'ils sont en deçà de 18 ans, même si c'est à 16 ans ou à 17 ans et demi, ça reste un majeur. Donc, je crois qu'une bonne comparaison ne prendrait pas Kabila et son système comme indicateur, prendrait les normes comme indicateur. S'il faut apprécier les droits de l'homme, il faut l'apprécier par rapport aux normes qui fixent les conditionnalités, qui en fixent les conditionnalités. Si on dit par exemple qu'il y a consécration de la liberté d'opinion, vous ne pouvez pas arrêter les journalistes parce qu'il a donné une opinion. Vous ne pouvez pas interpeller un acteur politique parce qu'il a donné une opinion. Mais en même temps, vous interpellez un leader politique qui donne son opinion ou un journaliste, mais vous libérez ceux qui ont des procès compliqués ou celui pour qui les faits sont établis ou sur qui la charge est clairement et visiblement reconnue. Donc, vous voyez, c'est cette ambiguïté qu'on crée dans le système judiciaire et qui détruit la rationalité même des procès. Donc, on ne peut pas aussi avoir une justice à double vitesse. Pour certains cas, on sent, parfois c'est l'ANER qui intervient, parfois c'est l'armée qu'on déploie, parfois c'est la police, parfois c'est les autorités publiques, gouverneurs qui commencent à faire arrêter. Tout ça, je crois que quand vous mettez dans les lots, ça n'intéresse pas l'état des droits. L'état des droits a ses principes. Le principe, c'est l'égalité de tous devant la loi. L'état des droits, c'est la rationalité de l'exercice institutionnel. L'état des droits, c'est la consécration
du respect total des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc on ne peut pas choisir des choses qui nous arrangent pour établir l'état des droits. C'est un ensemble. Il faut réunir les conditions pour parler du niveau de l'exécution ou de l'effectuation de l'état des droits. Pasteur, vous êtes aussi vous êtes au contact de la population, de la société congolaise, vous vivez les réalités que connaissent les Congolais, les Kinois en particulier. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il y a évolution quand même du point de vue social, de niveau de vie des Congolais durant les 4 ans du président Tshisekedi, notamment parce qu'il y a eu, les chiffres sont verts, réserve d'échange, notamment le budget qui a pratiquement quadruplé, on parle de 2023 à 16 milliards. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même évolution du point de vue du social des Congolais? Du point de vue de la loi des finances, pour ceux qui ont étudié ces cours à l'université, on vous parlera de l'équilibre dans la loi des finances, en recettes comme en dépenses. Et c'est qu'il y a 2 conditions. La capacité de mobilisation de recettes, donc l'assiette fiscale, l'assiette des recettes, qui prend tout ça, mais aussi la rationalité dans les dépenses publiques. Donc, pour apprécier les budgets de l'État, ce qu'on appelle la loi des finances, on ne va pas seulement se contenter au niveau du projet des lois des finances, quoi qu'adopter. Parce que le budget est l'expression matérielle d'une vision. Et dans une vision, il y a la partie recette et la partie dépense. De là, si nous partons de là, il est difficile d'évaluer les niveaux d'amélioration du social parce qu'on a plus l'écho, comme vous l'avez dit, des chiffres, encore que je ne vais pas rentrer dans les détails économiques pour scruter à bien ce qu'on présente comme l'accroissement en recettes du budget de l'État, mais je vois plutôt au niveau de l'orientation des dépenses. La question qu'on devrait se poser, avec l'accroissement de ces budgets en recettes, quelles sont les affectations proposées dans l'amélioration des conditions sociales de la vie des populations? Est-ce qu'on a affecté combien en termes de salaire des fonctionnaires de l'État? Combien a-t-on affecté dans l'investissement? Combien a-t-on affecté dans la création des emplois? Combien a-t-on affecté dans la formation, dans l'enseignement, dans la santé? Voyez-vous, c'est là qu'on peut dire, ah, il y a amélioration. Mais si on n'a que des chiffres en termes de recettes, ce qui peut être vrai, mais s'il n'y a pas un équilibre en termes de dépenses dans les affectations, parce que si tout l'argent, je crois que vous suivez un débat au niveau institutionnel sur la réduction du train de vie institutionnel. Si 60 à 70% du budget de l'État sont absorbés dans les institutions, je ne parle même pas dans la fonction publique, mais je parle des institutions, la dotation au niveau des institutions, les dépenses, la prise en charge, les primes, alors en ce moment-là, il ne faut pas parler de l'amélioration du social. Donc le budget restera juste la capacité des institutions à générer pour satisfaire ses besoins. On ne peut pas parler d'amélioration lorsque les institutions se donnent plus de moyens pour satisfaire à ses besoins, si seulement ces affectations ne touchent pas à la vie concrète de nos concitoyens. Voyez-vous, donc ça, ce sont des calculs, c'est peut-être très tôt de les dire, parce que c'est le budget de 2023. On va voir comment le gouvernement va le faire, mais déjà, il faut féliciter qu'on arrive à un budget de 13 milliards, je crois que c'est à féliciter, mais notre recommandation comme Église, justement, c'est de veiller maintenant à l'équilibre au terme des dépenses engagées pour que finalement la population voie les routes, zéro trou. Il ne faut pas qu'après la pluie diluvienne, on assiste à des deuils. Tout ça. Donc, comment on affecte maintenant qu'on a l'argent? Qu'on a acheté combien d'ambulances? Est-ce que maintenant, nos mamans, nos femmes peuvent accoucher en toute dignité? Maintenant, on peut revoir la salle d'accouchement de Mama Yemo. On peut se dire que la salle d'urgence de Mama Yemo aujourd'hui, qui est un hôpital public, accès à la population. On n'a pas besoin de construire beaucoup d'hôpitaux. On peut améliorer Mama Yemo, par exemple, et mettre cet hôpital à des conditions. Donc voilà un peu de manière générale ce que nous pouvons dire. Pour le temps que vous avez accordé à répondre à nos questions. Merci énormément. Nous espérons que ce sera la dernière fois. C'est la dernière fois pour 2022. 2023, on aura d'autres numéros. Je crois que 2023, nous aurons beaucoup d'émissions avec vous. Je promets parce que j'ai fouillé la chaîne depuis un temps.
Merci et meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, aux chefs de l'État, au Premier ministre, au président des chambres, aux animateurs de nos institutions. Mais nous prions beaucoup pour l'armée, la force de défense. Nous continuons à encourager notre armée à préserver notre sûreté territoriale, notre intégrité et notre République. Merci à tous les acteurs, mais courage à la CENI. Peut-être qu'on n'a pas trop insisté, on a juste parlé dans le sens des critiques, mais je rappelle que l'ECC a déjà lancé la campagne de sensibilisation et nous avons déployé nos observateurs. Nous encourageons la CENI. Très bientôt, nous allons faire la publication du premier rapport pour essayer d'apporter nos contributions au travail de la CENI. Et vraiment, 2023, le président national de l'ECC a dit que ce sera une année d'espérance. Nous croyons à cela. Unissons-nous, dépassons nos divergences d'opinion, des clivages, construisons par un cerveau collectif le destin de notre pays. Il est possible, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple intelligent. Ce qui nous divise ne doit pas être plus fort que ce qui nous unit. Voyons, regardons dans la même direction. Nos divergences constituent notre richesse en tant que nation et ça ne devrait pas être un frein pour la démocratie ou la construction de la volonté collective. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons reçu le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, et secrétaire général également de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, ici dans son bureau. Nous vous disons donc au revoir, à la prochaine et joyeuses fêtes. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.